Bonsoir à tout le monde. Donc effectivement, je suis Morgane Régnier. Parcours, hein, je n'ai pas tant de choses à dire sur moi, si ce n'est que j'ai un parcours un peu atypique parce que bon, j'ai toujours été passionnée par les arts plastiques. J'ai fait des études dans les arts plastiques en ayant un profil un peu particulier de la campagne, donc ce thème me tient beaucoup à cœur. Et j'ai été enseignante en fait avec un public de collégiens pendant 5 années. Et là, donc à côté, je donnais aussi quelques cours à l'université. Mais c'était quand même minime dans ma vie. Et cette année, ça prend une plus grande place. Je travaille donc avec des étudiants. Et vraiment, la théorie rentre de plus en plus dans ma vie. J'en suis toute heureuse, et notamment avec ces conférences qui sont autour de l'art et de l'écologie, et c'est décliné en 6 thématiques différentes autour de ce sujet et on va suivre, on va commencer en tout cas aujourd'hui avec la question du chez-soi et de l'habitat. Alors, le chez-soi et l'habitat, je voulais le présenter avec cette petite citation de Bachelard, de Gaston Bachelard, parce que je trouve qu'elle parle déjà bien du sujet. La maison dit une intimité. Ça, c'est une première chose où en fait, on va comprendre qu'on n'a pas la même manière de vivre l'habitat et de vivre la question du chez-soi. J'imagine qu'il y a des questions autour à la fois du genre que l'on est, autour de l'âge que l'on a, du degré aussi de précarité présent dans nos vies, et évidemment de l'espace dans lequel on vit. On ne vit pas de la même manière à la campagne qu'en ville. Et je peux en attester puisque j'ai grandi effectivement à la campagne et que même quand je retourne visiter mes parents avec grand plaisir, j'ai pas du tout la même attitude. Il n'y a pas les mêmes déplacements, les mêmes manières d'agir et d'interagir avec l'espace. Et d'ailleurs, mes parents, j'ai l'impression qu'il y a... Ça marche le son? Ouais, pardon. Mes parents, quand ils me voient dans l'espace urbain, ont toujours cette tendance à me dire que je suis dans une forme de rapidité. Il y a un autre sujet autour de cette citation que j'ai évoqué l'autre jour avec une amie en parlant un petit peu de ce travail des conférences. C'est celle de la manière dont on évolue au fil de l'âge dans l'espace dans lequel on grandit et des fois on vit sa vie d'adulte. Elle me citait l'exemple de sa propre grand-mère qui avait perdu son mari et qui du coup n'utilisait finalement que peut-être 1 à 2 pièces en rapport à la taille de la maison qui comprenait finalement de la vie à peu près dans toutes les pièces. Et j'ai effectivement retourné la question vers ma propre grand-mère aussi. Je me suis rendu compte que c'était la même chose, qui paraît logique, mais c'est drôle aussi de voir comment on peut habiter un espace intime de manière différente selon les âges, selon le cycle de la vie. Donc pour ça, j'ai décliné une idée un petit peu de déroulement avec une introduction où vraiment on va essayer de définir les termes pour être bien d'accord sur qu'est-ce que c'est l'écologique, qu'est-ce que c'est l'art écologique, parce que c'est encore autre chose. Et je vous présente aussi un exemple d'une artiste plutôt contemporaine qui, elle, extrapole dans un rapport aussi avec la technologie. Ensuite, on va essayer de réfléchir à cette question du chez-soi et de l'habitat à travers d'autres exemples. Donc, il y a Sébastien Cassin avec une installation que l'on va voir. Et les grandes thématiques qu'on va aborder, l'architecture, l'œuvre in situ et l'habitat intime, pareil à travers des exemples donc plutôt locaux, des fois un peu plus internationaux. On va voir tout ça. Alors le terme écologique, c'est un terme qui en soit pas très très vieux. Il date du 19e siècle. Et quand on le définit de sa racine, en grec c'est oikos, qui signifie la maison, le foyer, et le logos qui va être le discours. Donc finalement l'écologie par définition, ça serait le discours sur la maison. Je peux pas remonter ce micro. Donc, au XIXe siècle, la première personne qui va vraiment poser un terme, une définition sur l'écologie, ça va être Ernest Haeckel,
qui nous dit ceci: la science des rapports des organismes entre eux et avec le monde extérieur. Ça, c'est une citation que j'ai tirée d'un ouvrage qui est assez intéressant parce qu'il évoque vraiment les enjeux de l'art écologique et aussi sociaux, de la manière dont on peut se comporter par rapport à ça, qui s'appelle Itinérance écologique. Et il y a pas mal d'exemples que j'ai tirés de cet ouvrage parce que justement, c'est des acteurs et des actrices locaux. Donc finalement, si on redéfinit le terme d'écologie, ça serait l'habitabilité de la planète. Mais c'est-à-dire, habiter, c'est pas juste construire un toit sur sa tête et c'est tout. C'est la manière dont les êtres vivants vont pouvoir habiter l'espace planète, la Terre. Vous avez ici l'exemple d'un travail plutôt contemporain, Violette Bond, qui est une artiste australienne d'une quarantaine d'années, je dirais. Je la trouve intéressante parce que c'est quelqu'un qui est très attaché à la nature. Elle vit vraiment dans la pampa australienne et en même temps, elle est extrêmement connectée à son époque. C'est-à-dire qu'elle va parler à la fois de choses qu'elle trouve autour d'elle, donc ça va être des os, des ossements, des squelettes, et elle va questionner son positionnement en tant qu'humaine face à cet espace naturel et questionner le sens de la démarche écologique en habitant dans un espace très très naturel. Pour autant, c'est une artiste contemporaine et elle a décidé en fait de vendre son art par un moyen qui est extrêmement novateur. Ça s'appelle le NFP. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une sorte de certificat en fait d'authenticité à la valeur marchande d'une œuvre d'art du coup numérique. Et c'est comme ça qu'une pièce qu'elle va créer, donc ça peut être une photographie, une performance, va être réalisée, disposée sur cette plateforme-là et revendue dans la même soirée à Paris. Donc c'est une manière un petit peu de donner de la visibilité tout en gardant une démarche écologique où elle ne va pas forcément se déplacer et elle va marchander son art de manière virtuelle. Donc ça pose plusieurs questions aussi, le rapport qu'on peut avoir avec l'art, évidemment. Mais je trouve intéressant le fait qu'elle reste dans son terrain de recherche parce que ça lui tient à cœur et que c'est cet espace qui l'inspire. Pour autant, elle ne se déconnecte pas du monde dans lequel elle est, qui fonctionne énormément par le numérique et par des échanges qui nous sont parfois un petit peu étranges. Alors, forcément, on a envie d'évoquer aussi la question de l'Anthropocène. Hein. L'Anthropocène qui, par définition, serait la nouvelle ère géologique où l'empreinte humaine bouleverse l'équilibre de l'écosystème. Je vous ai mis un petit peu pour illustrer cela une œuvre de Tim Ulrich dans une pierre où en fait c'est une performance d'un homme enfermé dans une pierre. On est dans les années 78. Et l'Anthropocène, c'est ça en fait, c'est la position que l'on a par rapport à cette planète, cet espace, et le fameux débat sur nature-culture. C'est un débat qui est très intéressant et qui est un petit peu remis au goût du jour, notamment, enfin en tout cas qui est questionné aujourd'hui, notamment par les mots de Philippe Descola, avec son ouvrage Par-delà nature-culture, où en fait c'est un anthropologue qui va faire une étude de terrain donc en Amazonie avec une communauté qui s'appelle les Achuar. Il va les étudier pendant des années et se rendre compte qu'en fait, ils n'ont pas du tout le même rapport à la nature que celui qu'on peut avoir en Occident, par exemple. On part vraiment du constat traditionnel que la culture, c'est l'humanité, que la nature, elle est détachée de nous, en fait. Et ça nous éloigne en quelque part de l'implication de prendre soin d'elle. Descola explique que les Achuar, en fait, ils peuvent tout à fait discuter et parler des objets qu'ils utilisent, de la nature, de l'agriculture, voilà, ça peut être d'un légume ou d'autre chose, comme son prochain. Et ça bouleverse complètement la manière dont nous, on a construit vraiment, comment on a assis en fait cette idée qu'on fait partie de la culture et pas de la nature.
Mais si on reconsidère les choses, qu'on change un peu de point de vue, ça peut être intéressant de se dire que justement, si on est nature, et on est nature puisqu'on est du vivant, et le vivant c'est la nature, à ce moment-là, prenons soin d'elle et prenons soin de nous en fait, parce que ça repose cette question de l'habitabilité de la planète. Bon, pour entrer dans le chez-soi, la notion de chez-soi, c'est quelque chose qui est assez poétique à mes yeux. Et pour ce faire, j'ai illustré avec deux citations d'une autrice et toujours de Gaston Bachelard derrière, qui ont une manière très intime et belle de parler de cette question-là. Donc je vous ai mis l'ouvrage de Mona Chollet qui s'appelle Chez soi, tout simplement, qui nous dit ceci. La maison, le chez-soi de ce sujet, on a souvent l'impression qu'il n'y a rien à dire. Pourtant, la maison est aussi une base arrière que l'on peut se protéger. Excusez-moi. Refaire ses forces, se souvenir de ses désirs, résister à l'éparpillement et à la dissolution. C'est un peu fastidieux en fait de bouger avec ce micro ancré au sol. Et Gaston Bachelard, de nouveau, qui nous parle dans la poétique de l'espace. Il a écrit deux ouvrages, La poétique de l'espace et La poétique de la rêverie. Il nous dit ceci. Être un homme veut dire d'abord habiter. Et ça revient du coup à cette question de l'intimité, d'habiter un espace. Et en fait, il différencie l'humain de l'animal en ce que l'humain a besoin de créer un habitat et l'animal, lui, s'abrite. Il va s'abriter. Alors, je voulais vous présenter cette pièce qui était visible en fait il y a quelques années. Je ne pourrais plus le situer quand, mais peut-être vous l'avez vu au musée des abattoirs. Vraiment dans le hall central, cette petite cabane, moi ça m'a appelé directement, hein, ça m'a rappelé mon enfance en Aveyron. Et en fait, cette cabane, elle avait l'air de rien, une petite construction en bois. Et finalement, quand on s'approchait, c'était vraiment une expérience synesthésique qui faisait appel vraiment à tous les sens, où il y avait à la fois des odeurs, l'odeur de la pluie sur le bois qui est quand même assez douce. Il y avait à la fois le bruit de cette pluie, mais en même temps un énorme décalage parce que cette pluie, elle était où? Elle était à l'intérieur de cette petite habitation. Donc, ça pouvait prêter à toute forme de réaction. En tout cas, l'artiste ici, Stéphane Thibet, a cherché vraiment à créer, et c'est ce qu'il fait en général dans son travail, un espèce de décalage, un pas de côté sur la relation qu'on a aussi à l'espace de l'abri, de la protection, parce que l'abri, c'est aussi ça, c'est se protéger, et voir un petit peu comment en tout cas poser question en mettant en image en fait une espèce d'inversion de situation où l'élément naturel serait à l'intérieur et nous sommes à l'extérieur puisque c'est une cabane qui n'est pas accessible. On ne peut pas rentrer dedans. J'étais un peu frustrée par ailleurs, mais donc voilà, c'est une espèce de réalité de mise en situation un petit peu entre réalité et fiction. Je vous ai mis un autre point de vue parce que je trouvais que c'était intéressant aussi de la voir de l'extérieur. Donc vraiment une réflexion entre le fait d'habiter et l'habitat et une réflexion entre l'intérieur et l'extérieur. Quel est notre rapport à l'intérieur? Quel est notre rapport à l'extériorité aussi? Petite parenthèse, avec ces deux artistes, c'est des réflexions qui me semblaient intéressantes. Justement, on a tendance à vivre des choses de manière quotidienne, un peu répétitive. On fait des choses, des gestes, on prend toujours un peu les mêmes chemins. On habite le monde avec notre perception, mais des fois, on peut l'occulter un petit peu dans la frénésie du quotidien. Et il y a deux artistes qui ont questionné l'espace en le modifiant. Je pense à Christo avec le Pont Neuf de Paris, qui a été entièrement recouvert d'une bâche. En fait, il a complètement occulté, recouvert le pont. Et ce qui a donné lieu à des réactions assez étonnantes. En fait, les personnes qui prenaient ce pont tous les jours se sont dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est cette espèce d'immense ouvrage? Parce qu'on mesure à la fois l'immensité
de cette espèce d'espace qu'on peut traverser tous les jours, mais aussi sa beauté. On ne se souvient plus. Mais qu'est-ce qu'il y avait dessous finalement? Et le fait de cacher, c'est aussi une manière de remontrer, de remettre un petit peu à vue des choses qu'on a tendance à oublier. Et c'est aussi important de prendre du temps, j'imagine, en tout cas ça l'est pour moi, de s'asseoir un petit peu et de regarder l'espace dans lequel on évolue. Il n'y a pas forcément besoin de partir, évidemment que c'est chouette de partir, mais en tout cas, rien que de poétiser et de regarder les choses qui nous entourent, ça apporte beaucoup de douceur au quotidien. Après, dans un autre registre, vous avez Georges Rousse, qui est un artiste plasticien qui réalise beaucoup d'anamorphoses. Donc l'anamorphose, ça va être choisir un point de vue. Donc par exemple, je vous prends ici et je décide que je vais créer une forme que je vais pouvoir voir d'un seul point de vue, du mien. C'est-à-dire que si je me décale, je verrai qu'il y a des petits morceaux qui sont peints ça et là. Et je ne vais pas comprendre exactement le sens de ces peintures-là. Il n'y a qu'un endroit donné où on va avoir la forme de l'espace. Ça, c'est un exemple d'une exposition qui était à la base sous-marine à Bordeaux, qui est un lieu déjà très atypique. C'est une ancienne base sous-marine dans lequel étaient stockés donc, des sous-marins. Donc il y a des immenses bassins. C'est un gros bâtiment assez industriel, plutôt étonnant. C'est intéressant d'aller le voir, ne serait-ce que pour son architecture, parce qu'on a affaire à un bâtiment très très atypique avec ses fonds. Il y a une odeur un peu froide, humide, et sont exposées souvent des installations parce que le lieu est extrêmement propice. Donc dans un des couloirs de ce bâtiment, vous avez là une anamorphose donc de vue un petit peu éloignée, centrale, qui questionne aussi l'espace, la manière dont il est agencé. Ici, vous avez le travail de Sébastien Cassin, qui est à la fois un enseignant, il est aussi designer et chercheur en arts plastiques. En fait, il a présenté cette pièce que vous pouvez voir dans le Gers, je ne sais plus à quel village, mais on pourra en discuter si nécessaire, qui est une manière, en fait, alors il présente ça comme un geste architectural minimal qui aide un habitant à se relier à un territoire à travers une expérience sensorielle et située du paysage. Donc on est dans le Gers, dans un milieu relativement naturel, et en fait, il amène un petit peu le spectateur à se questionner sur comment est-ce qu'on peut prendre goût au sein de son quotidien, au sein de sa maison, prendre goût et réfléchir à sa fréquentation du vivant, de l'espace nature et du vivant en général. Il parle aussi d'éco-poétique, en fait, hein, c'est la manière de penser l'environnement de manière esthétique avec un regard long et poétique. Pour essayer de sortir un petit peu de ce paradigme autour des sciences où on va toujours penser la nature via les sciences, etc. Peut-être décaler un peu et apporter un peu de poésie pour être dans une compréhension plus sensible. Je vous ai mis une citation de Thoreau qu'on parlera juste après. Je vais vous la lire. Je suis partie dans les bois parce que je désirais vivre de manière réfléchie. Affronter seulement les faits essentiels de la vie, voir si je ne pouvais pas apprendre ce qu'elle avait à m'enseigner, et non pas découvrir à l'heure de ma mort que je n'avais pas vécu. Alors, effectivement, je vous en parle juste maintenant parce que c'est un bouquin que j'ai toujours eu un petit peu au coin de ma table de chevet, que j'ai pris, que j'ai arrêté, et puis que j'ai repris parce que j'ai compris aussi à travers des émissions, des réflexions, que c'était un auteur assez important et que finalement le précurseur aussi du concept de sobriété. On est vraiment donc en 1850 dans ces eaux-là. Et Henry, donc dit Thoreau, je ne sais pas très bien le dire en anglais, donc on va s'arrêter là, nous parle vraiment d'une manière de vivre dans une société où on est en pleine révolution industrielle. Et en fait, il décide de contrer un peu la société dans laquelle il est et de partir 2 ans et demi à côté d'un petit lac qui s'appelle donc Walden et vivre l'expérience de construire déjà son propre habitat. Et
J'avoue, ça donne envie. Ça m'a questionné aussi. Je pense que c'est pas la même chose d'habiter un lieu. En tout cas, c'est ce qu'il explique, que c'est pas la même chose d'habiter un lieu qui a été construit par quelqu'un d'autre. Euh, Habiter un lieu qu'on a construit soi, il est certainement rempli d'une mémoire un peu autour de l'effort, de la difficulté, mais aussi il y a beaucoup de fierté de se dire qu'on a créé son propre toit. Et c'est cette question de la sobriété, se contenter aussi de peu de choses pour arriver à une espèce de bonheur extrêmement simple et pas forcément matériel. Donc il se détache de toute forme de matérialisme et il explique à un moment donné du bouquin, c'est une citation que j'ai notée à côté parce que ça m'a vraiment beaucoup touchée. En fait, il explique comment est-ce qu'il est important tous les jours de se réveiller et que la créativité, l'art, en fait, c'est de faire en sorte que la journée qu'on va passer, elle va être douce et simple, en fait, faite de petits bonheurs. Et je trouve ça extrêmement beau parce que on fait aussi toute une image de la création, il peut y avoir un petit peu, euh, comment dire, des craintes ou une pudeur d'être dans une forme de création, mais créer, c'est aussi juste penser le monde, avoir un regard sur le monde, effectivement, regarder son quotidien. Et j'ai trouvé ça extrêmement touchant, donc j'avais envie de vous le partager. Donc je vais vous citer quand même le passage qui m'a plu. C'est une chose de pouvoir peindre un tableau, de fabriquer quelques beaux objets. Mais il est beaucoup plus glorieux de sculpter et de peindre l'atmosphère même, et le médium de nos regards, et le médium de nos regards traversant ce que nous sommes moralement capables de faire. Donc il y a vraiment cette idée qu'on retrouve un rapport, pas forcément matériel à la création, mais un regard sur la vie. On va commencer le premier temps sur l'architecture. Il me semblait important d'évoquer l'architecture quand on parle de l'habitat et de voir aussi comment s'est construite un peu certaines manières d'habiter aujourd'hui. L'habitat écologique, c'est quelque chose qui est pas forcément extrêmement vieux, mais qui rentre de plus en plus dans les mœurs. Je vous ai pris cette citation qui me semble intéressante. L'écologie n'est ni un type de bâtiment, ni un style défini. En fait, on va voir un petit peu par la suite comment penser aussi l'habitat écologique. Donc, penser l'habitat écologique, ça part aussi et forcément des matériaux. Prendre des matériaux qui s'adaptent à l'environnement dans lequel l'habitat est créé. Et ça me fait un petit peu penser à cet exemple du quartier du Mirail, qui dans les années 60, c'était le projet architectural de Candilis, qui a voulu du coup et qui a proposé tout un plan architectural pour ce quartier qui s'est avéré pas du tout adapté à la fois à la population mais aussi au climat. Donc c'est des choses qui ont été extrêmement reprochées par la population mais aussi de manière un peu plus institutionnelle. Mais ça a posé de nouvelles questions. Du coup, on sort des années 60. Vous avez sûrement su que l'université du Mirail, qui est devenue l'université Jean Jaurès, a été reconstruite par d'autres architectes. Et le quartier également. Et il y a eu des espèces de frictions. Ça a été un gros débat pour la simple raison que l'habitant n'est jamais trop questionné sur son habitat. Et finalement, c'est lui qui l'expérimente aussi. Et il y avait des témoignages de personnes vivant dans les quartiers qui disaient oui, effectivement, il y a de l'amiante partout, c'est pas très fonctionnel, mais en fait, j'ai grandi là. Et c'est intéressant aussi de voir la manière dont on peut habiter l'espace, peu importe s'il soit adapté ou pas. Donc là, je fais un petit topo sur les débuts de l'architecture, en tout cas, je pars du Corbusier. Donc le XXe siècle, Le Corbusier, il est extrêmement connu pour son concept de modular, pardon, qui est un concept qu'on appelle fonctionnaliste, qui en fait prend du principe qu'il faut quelque chose de fonctionnel parce qu'il faut répondre à des besoins importants dans une période où en fait il y a besoin de construire, hein, on est quand même après-guerre.
Et donc, toute cette pensée-là, elle va être reprise vraiment sur la suite de l'urbanisme actuel. Donc les villes et les maisons sont vraiment traces de cette pensée fonctionnaliste. Et c'est un petit peu difficile de détrôner une pensée un peu classique et de rajouter des paramètres tels que l'écologie. Par exemple, détruire un quartier, c'est aussi créer du déchet. Ce déchet, qu'est-ce qu'on en fait? On va juste le déplacer. Donc c'est vrai que la déconstruction, elle pose un réel problème. Pourquoi déconstruire? Pourquoi pas réhabiliter à ce moment-là? Et on est plutôt dans un fonctionnement de destruction et de reconstruction, donc génération de déchets. L'architecture écologique, c'est construire avec des matériaux en fait déjà présents sur le sol, hein. Donc ça peut être de l'argile, de la terre, du bois, du bambou, de la terre, du chanvre, de la paille, des matériaux simples. Par exemple, quand vous allez créer un habitat, vous allez creuser. Vous allez avoir une matière terre qui est relativement importante. La plupart du temps, c'est un matériau qui est évincé pour ajouter plutôt du béton. Et bien la terre, elle a beaucoup de facultés et de capacités à être solide et à pouvoir générer des habitations. Bon, je suis d'accord, on est dans un idéal, on ne peut pas faire que des maisons en terre, mais en tout cas, ça peut être quelque chose qui devrait, qui pourrait être utilisé en plus en fait, hein. Même si effectivement c'est compliqué quand on parle d'habitation de s'imaginer vraiment utiliser que des matériaux écologiques. Mais c'est intéressant aussi de voir qu'on met de côté ces matériaux-là pour en utiliser d'autres complètement polluants. Alors là, vous avez un ouvrage de Renzo Piano, qui est un architecte italien. C'est un musée de l'histoire culturelle kanak. Donc vous êtes en Nouvelle-Zélande. C'est un musée qui retrace un petit peu l'histoire culturelle des populations kanak qui avaient tendance à construire leurs habitations en bambou, puisqu'il y a beaucoup de bambou en Nouvelle-Calédonie. Donc le matériau essentiel de ce bâtiment est effectivement le bambou. Euh, et l'architecte va essayer de vraiment reprendre l'historique un petit peu des populations kanak, du travail de tissage en fait. On le voit pas très bien, c'est un petit peu loin, mais je vous invite à aller voir d'un peu plus près le bâtiment. Et je trouve intéressant à la fois de réutiliser une méthode parce qu'il y a l'idée aussi de transmission d'un savoir-faire qui est immatériel mais qui est un patrimoine quand même, hein. Et de mémoire, de racines, de territoire en fait. Ça parle d'un territoire colonisé. Parce qu'effectivement, la Nouvelle-Calédonie a été colonisée en 1946 par la France. Donc c'est aussi une manière de rappeler tout ce patrimoine-là. Dans un autre genre, vous avez ici le travail de Guillaume Bautista, qui est un artiste plasticien vidéaste toulousain, qui fait partie, il me semble, j'en suis pas sûre, j'ai pas réussi à le contacter à mon plus grand regret, mais je vais continuer, du collectif IPN, qui est un atelier d'artistes donc qui a un bâtiment au niveau du quartier Bonnefoy, à gauche de la gare. C'est un artiste qui travaille sur un concept qu'il va appeler Cellule A, qui est un concept qui n'a pas vu le jour de manière concrète, mais que je trouve très intéressant. C'est un autodidacte et il prône vraiment le DIY, qui est le do it yourself, qui veut dire de faire soi-même. Donc avec des conditions très peu onéreuses, ça va être pour un container de base comme ça, j'ai plus le prix, mais par rapport à l'achat d'une maison, c'est absolument ridicule. Et ça va être un habitat constructible par soi-même en soi, c'est ce qu'il souhaite, et démontable également. Donc aucune perte énergétique, il appelle cet habitat la maison positive, donc pas d'empreinte carbone a priori. Il va travailler sur la récupération d'eau, sur l'aquaplanie, qui est le fait d'avoir un petit point d'eau dans lequel des poissons vont s'alimenter de végétaux et générer des excréments qui vont nourrir les végétaux, un espèce de cercle vertueux finalement.
de l'éolien, du photovoltaïque. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans la démarche de cet artiste, c'est que en fait, il n'est pas dans un discours autour de l'écologie où on va être dans une forme de privation, de restriction. Vous savez, il y a vraiment ce discours où on se dit mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? On retourne en arrière? Bon, ça ne veut pas dire grand-chose en fait de retourner en arrière parce qu'on vit l'époque qu'on vit. Mais effectivement, il y a peut-être un changement de regard, un décalage à réaliser. Et dans une interview, il explique en fait que pour lui, prendre un bain, ben, c'est quelque chose de formidable. Il adore prendre des bains. Et c'est pas vraiment un problème de le faire. Le problème, c'est de le faire dans les conditions qui nous sont proposées de le faire, c'est-à-dire ouvrir son robinet. Et il explique que finalement, il faut juste transformer sa façon de vivre et pas forcément réduire sa façon de vivre. Et je trouve que voilà, ce décalage, il est intéressant parce que ça amène un petit peu à réfléchir, forcément. On est dans un effort, mais c'est quand même un effort qui est relativement minimal par rapport au fait voilà, de rien faire du tout, quoi. Alors, je vous ai mis ici un dessin que vous pouvez trouver dans cet ouvrage dont je vous parlais, Itinérance écologique. D'un point de vue, voilà, on a le dessin un petit peu, et dans ce bouquin, il nous dit ceci. Cellule A est une expérience artistique sociale au long cours qui se déploie autour d'une installation architecturale vivante et autonome. Donc c'est intéressant aussi de mettre le terme vivant, ça remet aussi dans cette dynamique où on va créer des espaces où on est dans un rapport un peu plus modeste, j'allais dire, euh, dans la manière dont on habite le monde. Hein. On n'a pas, c'est une forme de sobriété. Il faut vouloir vivre dans des conditions de sobriété. Mais en tout cas, je trouve que la démarche est très intéressante. Alors là, on change complètement d'époque et de lieu avec l'artiste Gordon Matta Clark, qui est un artiste américain des années 70, il me semble, qui en fait va littéralement découper des bâtiments. Donc c'est plutôt des bâtiments abandonnés. Je sais qu'il a créé une intervention à Paris, il me semble, à côté du musée Pompidou, dans un immeuble désaffecté. Et en fait, c'est une démarche qui est un peu brutale, voilà, qui est vraiment dans l'effort de venir couper comme ça du béton. Mais à la fois, c'est très intéressant parce qu'il pose la question du point de vue de notre manière d'habiter, où on est tous plus ou moins dans des espaces urbains, en tout cas quand on vit dans une ville, cloisonnés, où on ne sait pas trop ce qui se passe ailleurs. Et c'est toujours la question de la perception, en fait. On a une manière de voir les choses qui est souvent très rythmée par le quotidien. Et là, il va apporter par la découpe une nouvelle perception, en fait, un nouveau regard, et sur l'environnement qui nous entoure, mais aussi sur l'espace urbain, en fait. Parce que, je sais pas, moi, j'adore aller à Paris, hein, mais quand j'y vais de temps en temps, si j'y suis plus 3 jours, en fait, je lève les yeux au ciel et je me dis, mais où est le ciel, vraiment? Et en Toulouse, je trouve que c'est moins le cas. On peut avoir des espaces et on peut très vite avoir accès aussi à la nature. Mais il y a beaucoup d'espaces urbains comme ça où en fait on se déconnecte complètement de l'environnement. Le rapport aussi à la végétation. Moi, Paris, pareil. Hein, j'ai découvert le parc de Vincennes il n'y a pas longtemps, mais en fait c'est compliqué d'avoir accès à de l'espace un peu vert hein, quand on en a besoin. Et évidemment, on n'en a pas tous besoin au même degré. Mais je pense que c'est aussi important de cultiver ça. En tout cas, moi, c'est ce que je dis à mes étudiants qui sont un peu en pression, en préparation de concours. Ben, en fait, allez faire un tour au jardin, vous verrez, vous soufflez un peu. Moi, c'est ce que je faisais en sortant du collège aussi, sur des journées un peu compliquées. Ça apporte vraiment de l'air et de la respiration et aussi un temps d'ennui qu'on a peu accès dans l'espace urbain. Cet artiste, il a aussi réalisé une autre performance qui s'appelle Tree Dance, donc la danse dans les arbres, où en fait il va investir avec des cordages, il va investir un arbre et créer des mouvements comme ça dans les arbres pour rejouer des scènes de rituels de fertilité printanière, je ne sais plus d'où, mais en tout cas il va se balancer comme ça et habiter l'espace qu'on n'a pas du tout l'habitude d'habiter, hein, ce qui est celui des arbres et de la végétation. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant pour cette question de la perception de notre environnement. Vous avez aussi le travail de Niels Udo,
qui est un artiste allemand qui a passé l'entièreté de sa vie à questionner son rapport à la nature, à l'habitat aussi, et notamment par le biais de ses nids, parce qu'il en a fait plusieurs. Vous avez un exemple ici d'un de ces nids. Le nid, c'est important dans le terme qu'il est, hein, c'est-à-dire que on le prête plutôt comme étant l'habitat des oiseaux, là où ils vont nicher, se retrouver, où le temps aussi, des fois ils vont rester 20 jours sans bouger comme ça pour garder les œufs et finalement générer la vie aussi, hein, dans un espace protégé, dans un lieu donné. Donc il y a une dimension très poétique dans sa démarche de passionné de la nature où il va déambuler et il explique, donc c'est un artiste issu du land art, où vraiment il va déambuler dans la nature et se mettre un petit peu en immersion et en fait regarder autour de lui l'espace dans lequel il est et prendre des matériaux autour de lui, de ce que lui offre en fait l'environnement et créer comme ça des espaces intimes et poétiques au milieu de la forêt. Et sachant que c'est aussi des pièces qui sont éphémères, qui vont subir les intempéries, le passage des animaux, le temps en fait. Et qu'on n'est plus dans un rapport forcément où on va poser et laisser trace, ce que l'homme peut avoir tendance à faire, hein. Donc voilà, je vous présente ce travail avec cette démarche-là. Et il y a une autre pièce qui me semblait bien chouette à explorer, c'est celle-ci qui m'a un peu surprise parce qu'en fait, c'est une commande de la société Ruinart, donc qui fait du champagne. Mais finalement, j'ai trouvé ça intéressant qu'une société privée comme ça fasse appel à des artistes plasticiens, surtout sur des démarches écologiques. En fait, donc on est sur des vignes à perte de vue. Et ils ont proposé à l'artiste de créer des espèces de petites habitations qui amènerait, qui appellerait les animaux, la faune locale, à venir nicher. Et ces habitats sont réalisés avec des ceps de vigne, donc vraiment cet esprit aussi où on va prendre, prélever ce qu'il y a autour de nous, conscientiser aussi ce qu'il y a autour de nous et générer des espaces comme ça vertueux dans lesquels il va se passer de la vie. Voilà. Donc ici, c'est un artiste danois, Olafur Eliasson, qui est comment dire, très actif dans le milieu écologique. Bon, il y a aussi des controverses, mais ça reste quelqu'un de très actif. Et cette pièce, elle est assez intéressante. Elle a été présentée dans le hall d'entrée du Tate Modern, qui est un musée d'art moderne contemporain à Londres, où il y a un espèce de grand hall comme ça. Il a présenté cette grosse structure dans laquelle étaient implantées des lampes, en fait, de la luminosité, et qui va bouger en fait au fil du temps, comme retracer un petit peu le parcours du lever et du coucher de soleil, avec une ambiance pareil extrêmement synesthésique où il va y avoir de la fumée, des sensations de courant d'air froid, chaud, et une lumière qui va bouger, changer et où le spectateur, il y a un miroir aussi au plafond qui va renvoyer le spectateur au regard donc, de lui-même face à cette espèce de moment un peu de grâce. Et alors, je ne sais pas comment vous appréhendez cette œuvre. Moi, je ne l'ai pas vue en vrai, j'aurais bien aimé. Je la trouve très poétique. Elle nous ramène un petit peu à notre rapport aussi au temps, à l'espace naturel, etc. C'est une pièce que j'ai présentée aux étudiants et qui m'ont fait un retour assez étonnant. Et j'ai vu aussi ce qu'ils voulaient en dire. Ils trouvent ça un petit peu post-apocalyptique. Et finalement, on est quand même dans de l'artifice. Donc c'est vrai que c'est intéressant ce regard sur l'artificialité, générer un espace lumineux qui est initialement naturel par des artifices et être un peu spectateur comme ça, confiné dans un lieu et avoir un rapport un petit peu angoissant. Peut-être que c'est la jeune génération qui a un rapport peut-être plus angoissant à ces questions-là, mais j'ai trouvé ça intéressant ce regard de post-apocalyptique parce que c'est vrai qu'il y a une espèce de fin du monde hein, dans ce soleil artificiel. Alors, vous avez ici un autre travail qu'il a proposé, donc Olafur Eliasson, une espèce de petit dôme
qui est un petit peu inspiré d'une utopie futuriste d'un architecte écrivain qui s'appelle Richard Buckminster Fuller, qui a travaillé sur des dômes qui peut-être vous parlent. C'est vraiment le principe d'un grand dôme qui crée des espèces de tensions dans les matériaux, dans la forme du hexagonale, qui s'appellent des géodésiques, géodésiques, et qui ont été vachement utilisés pour leur qualité justement légère, et il y a peu de matériaux en fait. C'est juste des structures qui sont hissées et qui créent une espèce de tension et qui va venir habiter comme ça un espace. Donc il y a des centres commerciaux, il y a plein de lieux comme ça. Donc il s'est un petit peu inspiré de cet habitat-là. À l'intérieur, il a retracé tout un tas d'éléments naturels, mais plutôt artificiels finalement. Donc il y a cette espèce de jet, il y a le travail de la lumière. En fait, il va venir stimuler les sens à la fois dans la création de cet espace une ambiance en fait où on va re-questionner notre rapport aussi aux éléments naturels. Donc il y a aussi le fait d'entrer dans une pièce. Je pense qu'il y a la démarche du corps hein, d'entrer dans un habitat. Donc là, l'habitat, on le vit pleinement, quoi. Alors là, beaucoup plus local. C'est une habitation que je trouve particulièrement étonnante, que vous avez peut-être eu l'occasion de visiter, qui se trouve à Cordes-sur-Ciel, donc non loin d'ici, au cœur du village. Vraiment au cœur du village, vous avez une habitation qui est ouverte sur 3 étages et qui est complètement habitée par des constructions très très étonnantes. Donc je vous en ai mis une ici, cette espèce de dôme dans lequel on peut rentrer. Et si je ne me trompe pas, dans celle-ci, il y a une espèce de jeu de sonorité, c'est-à-dire qu'on entend en écho en permanence le son de sa voix, donc c'est très étonnant. Et puis chaque pièce est vraiment habitée par des structures, donc du bois creusé qui vont créer des sièges avec des passages alambiqués pour passer d'une pièce à une autre. On va ramper dans un espace pour monter à l'étage. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que c'est une habitation qui a l'air plutôt ancienne, mais qui est investie par l'imagination et le fruit vraiment de la création d'un homme qui s'appelle donc Jean-Jacques Engelbert. Donc cette maison, il l'a créée. Moi, j'ai fait un petit peu des recherches, ça m'a vraiment surprise. On sent qu'il y a aussi l'inspiration autour d'une personne en fait qui est un petit peu affichée sur tous les coins du mur. Et donc, il a dédié à la méditation et à la recherche de soi. Donc, c'est un partage d'expérience dans l'habité. Il partage cette expérience. On n'a vraiment rien à dire, rien à faire. On a juste à rentrer. Hein. Il voue un peu un culte à une sainte qui s'appelle Ma Ananda Mui. Et il y a beaucoup de paroles de sagesse, donc des textes, ça mêle à la fois le texte, ça mêle la photographie et des installations qui perturbent l'espace habitation qu'on a l'habitude de voir dans une architecture qui est en plus plutôt locale, donc c'est troublant. Je vous invite vraiment à aller visiter cette habitation parce qu'elle en vaut la peine. Pour rester dans le local, je voulais vous parler de Jean-Marie Massou et de ce documentaire qui a été réalisé par Antoine Boutet, je crois qu'il s'appelle. J'ai essayé de contacter ce monsieur parce que c'est un documentaire qui n'est pas libre d'accès, il est extrêmement dur à trouver. Bon, j'ai pas eu de réponse de suite en tout cas, mais il m'intrigue beaucoup. Donc, il s'appelle Le Plein Pays. C'est l'histoire donc réelle hein, d'un homme qui avait des racines lotoises qui a grandi du coup en banlieue parisienne, des personnes qui sont allées en banlieue parisienne pour le travail. Et ce monsieur s'est avéré être un malade psychiatrique, donc je sais plus, je crois qu'il était atteint de schizophrénie, mais je vais pas dire de bêtises. Donc il a fait un premier internement par la famille en banlieue parisienne. Ça s'est très mal passé, ça a été hyper difficile à vivre pour la maman qui a décidé en fait de prendre sa voiture, de prendre son enfant de 20 ans et d'aller dans le Lot, dans une terre familiale. Donc dans le petit village de Marmignac, il y a Jean-Marie Massou qui a passé l'intégralité de sa vie jusqu'à 70 ans, je crois qu'il a vécu. Et en fait, elle lui a offert un lopin de terre, un espace vraiment sauvage. Et il a passé sa vie à créer. Mais en fait, il a jamais. On l'a questionné aussi sur son rapport à la création. Et il avait du mal à se dire artiste.
Il a fini par le faire, je crois, à la fin de sa vie, mais il a passé sa vie en fait à creuser, à déterrer des grosses roches et à créer des espèces d'espaces souterrains dans lesquels il sculptait. Enfin, c'est un travail qui est incroyable. Il y a peu de visibilité sur Internet, mais ça a l'air vraiment incroyable. Et, euh, et en fait, c'est une personne qui était habitée voilà, d'une idée, en tout cas, qu'il avait une mission à venir, qui devait sauver, et ça, j'ai trouvé ça intéressant, l'humanité de la surpopulation de la Terre, et du coup, ce qui engendrerait la destruction de la nature. Et au final, il a passé toute sa vie dans la nature à communiquer. Donc, il savait pas écrire, lire. Donc, il avait un petit magnétophone dans lequel il expliquait comment réussir en fait à son humanité. Et bon, je vous ai mis une autre image ici. On voit pas grand-chose. Il y a très peu de contenu sur son travail plastique. Mais voilà, c'est des galeries qu'il a creusées. Il a fait tout un contenu aussi sonore qui est assez intéressant. Et en fait, ça pose de vraies questions sur le normal et le pathologique déjà, parce que ça veut dire que il peut pas vivre, mais au sein de la société. Mais si jamais effectivement il a un espace qui lui est donné, et entre autres l'espace nature, il a passé une vie qui a priori avait l'air de le combler. Bon, ça, voilà. Mais je trouve que c'est assez beau en tout cas ce parcours-là, ce travail-là. Donc c'est pour ça que je vous ai précisé le terme d'asile, hein, parce qu'asile, en soi, ce terme-là, c'est le lieu où l'on trouve la paix, le calme. Et c'est drôle, c'était les structures dans lesquelles on mettait donc les malades mentaux, on appelait ça des asiles psychiatriques. Aujourd'hui, on appelle ça des hôpitaux psychiatriques. Mais initialement, c'est cette idée de refuge, de huis clos, où en fait, on va protéger. Et l'habitat, c'est aussi ça, c'est protéger. Donc l'asile, il va venir protéger, mettre hors société. Donc prendre un peu de recul et se demander qu'est-ce que la société. Donc voilà, là où les malades mènent une vie avec peu de contraintes sociales. C'est la question de la marge. Euh, donc ici, c'est un artiste contemporain actuel, Abraham Poincheval, qui a été assez médiatisé parce qu'il a tendance à faire des performances qui peuvent paraître étranges, mais il a une démarche extrêmement sensible et poétique. Donc cette première performance, c'était au Palais de Tokyo, je crois, à Paris, donc un centre d'art contemporain parisien, où en fait, le principe de la performance, c'est vraiment de venir et d'habiter une création artistique par le biais de son corps, de sa présence et de son action. Ici, en fait, il va passer, je ne sais plus, une vingtaine de jours, en tout cas un temps de couvaison, à couver 12 œufs d'une poule. Donc vous le voyez assis sur son trône avec les journalistes autour. Donc il est sous un verre, hein. Il me semble qu'on le voit mieux après. Ouais, non, bon, c'est pareil. Où en fait, il est installé confortablement avec un siège qui a été pensé, avec les petits œufs qui sont mis juste en dessous. Et il va passer tout ce temps donc, à couver des œufs. Donc ça peut paraître effectivement assez risible, mais au final, il a toujours un peu un questionnement comme ça, où il va essayer de percevoir au plus proche les sensations du vivant. Et effectivement, on est dans une lenteur, on est dans une démarche qui est celle qui est propre, en tout cas, plutôt des oiseaux. Mais cette démarche, elle va apporter énormément de poésie sur la manière dont on va vivre les choses accélérées et pas forcément se poser. Vous avez ce travail-là aussi, c'est celui-ci entre autres qui a pas mal été médiatisé, où en fait Abraham Poincheval a investi le corps d'un ours, donc c'était un ours brun il me semble, euh, où en fait tout l'intérieur de l'ours a été fabriqué et pensé pour recevoir le corps de l'artiste pendant je sais plus combien de temps, mais un long moment quand même. Bon, j'ai oublié, mais en tout cas plusieurs jours, où il venait, pareil, c'était à Paris dans le musée de la chasse et de la nature, investir le lieu, rentrer dans le corps de l'animal
Et non, mais même, je crois qu'il est resté tout le temps. C'est l'autre performance où il sortait. Et en fait, il avait tout un petit appareil de survie, donc manger, uriner, etc., pendant un laps de temps, et questionner le rapport qu'on a au corps, les limites mentales et physiques du corps, et l'introspection. Donc c'est toujours ce rapport à la lenteur, à revenir sur des réflexions sur quel est mon rapport à mon identité d'être vivant, et l'exploration de sa part autarcique, un peu sauvage. Donc explorer le monde peut-être par un prisme autre que celui de l'être humain dans une société en tout cas. Donc vous l'avez ici vraiment illustré en mode coupure, en train de... Bon, moi personnellement je serais claustrophobique, mais bon, c'est... Et donc le visiteur pouvait tout à fait déambuler et discuter avec l'artiste. C'est ça qui était aussi intéressant, c'est que c'était interactif. Je vous ai noté cette citation parce qu'on comprend bien aussi la démarche de son travail à travers ça. Donc, dans le passé, il nous disait ceci: j'ai dormi dans la capsule et la nuit, les animaux venaient s'y frotter ou manger mes restes. Immergé dans leur territoire, j'ai cohabité avec ces tout petits yeux dans la nuit au cours des 4 saisons. Donc là, il parle d'un autre travail où en fait, il va venir vraiment s'immerger dans des espaces naturels et se faire aussi petit. En fait, il faut pas oublier qu'on est en haut de l'échelle alimentaire et qu'en fait, on n'a pas de prédateurs, on n'a pas toutes ces choses-là et on est vraiment dégagé aussi d'un rapport à l'espace nature. Et j'écoutais un podcast il y a pas longtemps sur une personne qui fait des excursions dans la nature et il disait que c'est un endroit dans lequel il se sent bien. Et j'ai grandi dans la nature vraiment, mais en fait, des fois, je me sens plus en sécurité en ville que dans la nature. Donc c'est vrai que c'est extrêmement questionnant, notre rapport à la nature. Donc l'envie de retrouver cette sensation de proximité avec les animaux et de se mettre concrètement, hein, là on n'est plus on est dans le sens premier, dans la peau de l'animal. Donc je vous ai mis une petite référence d'un podcast que j'avais trouvé intéressant. C'est un artiste qui est assez intéressant, il est contemporain, donc vous pouvez voir sur France Culture aussi pour aller plus loin. Alors le facteur cheval, pareil, hein, sur la question de l'habitat, il questionne drôlement. Ce petit facteur qui faisait de manière routinière son chemin à pied, donc il y avait une trentaine de kilomètres, je ne sais pas si vous vous rendez compte, tous les jours à pied. Mais c'est ce qui lui a permis, a priori aussi, de se mettre dans un état de contemplation, de réflexion. Et il a fini, au fur et à mesure, par récolter des pierres. Après, donc l'anecdote veut qu'il aurait trébuché sur une pierre et qu'il aurait eu comme révélation qu'avec cette pierre, il avait pour devoir et envie de construire un palais idéal. Donc la photo que vous avez ici. Et il a fini par collecter sur ses jours de travail tous les jours, récolter. Et le soir, il allait avec sa brouette, il allait récupérer toutes les roches. C'était un travail de labeur, mais faramineux. Il a passé l'entièreté de sa vie à construire ce palais, que j'aimerais beaucoup aller voir par ailleurs, qui est hyper alambiqué. Vous rentrez dans une pièce qui mène un peu nulle part. Il y a beaucoup d'informations. Ça a l'air incroyable à découvrir. Et il avait imaginé au cœur de ce palais son tombeau, parce que c'est l'œuvre d'une vie. Vous voyez que le sens de sa vie, il est dans le principe de créer son habitat pour toute sa vie, pour finalement se rendre compte qu'il n'avait pas le droit d'être enterré dans son habitation. Donc, il a créé un petit tombeau dans le cimetière, l'air de rien, où il y a marqué le tombeau du silence et du repos sans fin. Voilà, où effectivement, il repose ici avec sa femme. Donc je trouve ça assez fascinant aussi comment on passe toute une vie, et ça a été comme une espèce de révélation pour lui, de ce que j'en ai lu, de créer cet espace en fait, hein. C'est l'accomplissement de toute une vie. Donc il y a vraiment cette idée de laisser trace aussi. Pour terminer, je voulais vous parler d'un lieu que vous connaissez peut-être et aussi, qui s'appelle le Bleu Bleu, qui est à la sortie de Toulouse en direction de Blagnac, au bord de la Garonne, qui est un haut lieu pour les Toulousains, avec beaucoup de notoriété en tout cas, qui a été détruit il y a peu après la mort du propriétaire, entre guillemets, puisque c'est un lieu effectivement qui n'avait pas de permis
de construction et d'habitation, mais qui était investi depuis beaucoup d'années par un monsieur qui s'appelait Gilbert Vivien, qui était énormément apprécié pour son hospitalité. Donc c'était en bord de Garonne et je crois que ça a été... alors j'ai pas été voir après l'intervention de destruction de ce lieu peu après la mort de ce monsieur. Je crois qu'il en reste quelques traces, mais je suis même pas sûre. Je crois qu'il reste plus grand chose, je sais pas. Voilà, un acte de mémoire a priori. Mais il y avait tout un investissement du bord de la Garonne, donc dans du béton hyper solide, où en fait on pouvait simplement s'installer. C'était un espèce de tiers-lieu. Le tiers-lieu, c'est vraiment ce lieu où on va venir investir de manière collective un espace dans la gratuité, dans l'échange, dans le social. Et il y avait vraiment cette idée dans ce lieu, le bleu-bleu. D'après ce que j'ai compris, c'est quelqu'un qui était vachement dans la répétition, bleu-bleu, qui répétait les mots. Donc il y a ce jeu là-dessus. Et il y a un petit ouvrage qui est très intéressant pour retracer mémoire aussi de ce lieu. C'est celui qui est affiché ici, au pays du bleu-bleu, donc co-réalisé par Bérangère Cagnac et Sophie Baquier. À la fois un travail d'écriture donc de Bérangère Cagnac et de dessin de Sophie Baquier, qui est extrêmement touchant, qui est par des petites anecdotes et un travail de dessin qui retrace un petit peu la mémoire de ce lieu qui demandait rien, qui coûtait rien et qui était juste là pour un espace de passage et qui accueillait absolument tout le monde, mais qui du coup n'a plus lieu. Donc je trouve que c'est chouette de pouvoir en parler quand même et d'avoir une trace par le biais de ce petit ouvrage qui est absolument touchant et adorable. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.